Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. 10 années de lutte, un quartier qui se soulève et qui fait reculer des investisseurs. Un collectif qui, à bout de sueur et d'efforts, obtient un immense bâtiment et 1 million de dollars pour créer un commun bien connu à Montréal, en plus de convaincre l'arrondissement de créer des centaines de logements sociaux. Ce quartier, c'est Pointe-Saint-Charles, et le fameux bâtiment 7 rassemble aujourd'hui une microbrasserie, une épicerie autogérée, un garage, un atelier de vélo et j'en passe. Avec Margot, dans cet épisode, on parle des dessous de la lutte, d'amitié, de déchirement, de travail sur soi et de la force que ça prend pour s'unir malgré nos différences et vaincre. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Margot Silvestro, bonjour. Bonjour. Tu es organisatrice communautaire dans Pointe-Saint-Charles depuis 20 ans. Mm-hmm. Tu fais partie aussi de la lutte entourant le B7, le bâtiment 7, dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Margot, pour ma première question, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? L'entraide, la liberté, la solidarité, une certaine forme d'autonomie aussi, autonomie individuelle dans le groupe, mais capacité d'interdépendance, ça fait beaucoup de valeurs, là. Oui, c'est bon. c'est un système, en fait. Toutes ces choses-là se tiennent. Toutes ces valeurs-là sont reliées les unes entre elles. Ouais, c'est sûr. Ça veut rien dire les unes entre elles, je voulais dire, je pense, les unes avec les autres et entre elles, mais en tout cas, tu m'as compris. Oui. Le bâtiment 7, c'est le nom donné au bâtiment dans lequel se trouve aujourd'hui une tonne de projets variés qui vont de la microbrasserie à l'épicerie autogérée en passant par l'atelier de poterie. Mais le B7, c'est surtout le symbole d'une lutte de quartier, plus largement. Cette lutte, tu y as participé. Est-ce que tu voudrais nous raconter ce qui a mené au B7? Ce qui a mené au B7, c'est l'idée que à Montréal, il y a une gentrification, il y a un changement rapide de population. Et là, dans notre quartier ouvrier, notre ancien quartier ouvrier, on voyait les changements très, très rapides. On voyait la privatisation de tout, la commercialisation de tout. C'était rendu difficile d'avoir des lieux pour se rassembler en dehors d'un rapport commercial. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on allait quelque part, qu'on voulait faire une activité ou se voir, fallait payer. Soit pour l'accès, soit pour consommer. Oui, un rapport de consommation, mais aussi un rapport commercial de clientèle, c'est temporaire, puis il y a un rapport inégal dans le rapport commercial. C'est consommateur de quelque chose, quelqu'un possède quelque chose qu'il va te vendre. Il y a une idée de producteurs et de consommateurs qui sont séparés les uns des autres. Il y a une anonymité aussi, c'est quelque chose d'anonyme dans le rapport commercial. Donc, puis le rapport commercial aussi, c'est des intérêts contradictoires. Il y en a toujours un qui essaie d'avoir le dessus sur l'autre. T'sais. Donc, tout ça, nous, on voulait défaire ça. Puis, moi, le B7, ça vient du mouvement anarchiste, ça vient du milieu anarchiste. Et puis, on voulait vraiment construire des espaces de sociabilité où est-ce qu'on pouvait faire par nous-mêmes les choses que la société nous disait qu'on devait acheter. On essayait de construire un individu puis une société qui est plus complète, qui est plus polyvalente, qui est capable de faire plusieurs choses par elle-même. À travers tout ça, là, il y a toutes les valeurs de recyclage, de réutilisation, de contrer l'obsolescence programmée, par exemple. Il y a toute l'idée de construire des espaces de sociabilité qui ne sont pas commerciaux, comme je le disais. Donc, on peut juste être là sans devoir payer. Il y a toute l'idée de construire des rapports sociaux signifiants et profonds. Et il y a le rapport de lutte et puis de politique, de comment je pourrais dire, de contester la propriété, de combattre la propriété privée. Parce que je pense que tu me disais hier, en 2004-2005, le bâtiment 7 qui apparemment, avant en fait, qui est un très, très grand bâtiment industriel sur un très grand terrain aussi qui appartenait au CN depuis vraiment longtemps,
a été vendu pour 1$ à un promoteur immobilier qui, lui, voulait revendre ça très cher, décontaminer le site en même temps, il n'y avait pas le choix, puis vendre ça au casino. Mm-hmm. Mais c'est ça qui a lancé, cet épisode-là a lancé la lutte pour l'appropriation de ce qu'on appelle les terrains du CN dans Pointe-Saint-Charles. Donc, c'est exactement comme tu l'as dit, tout un grand projet des capitalistes immobiliers à Montréal dans le cadre d'une espèce d'idée fantasmagorique du Montréal international, le Montréal ville du monde, ce genre de choses-là. Il y avait un plan pour déménager le casino de Montréal, qui actuellement est sur une île qui est relativement petit, tout ça, pour le déménager à l'intérieur du centre-ville à Pointe-Saint-Charles. Puis c'est tout un projet de redéploiement capitaliste. C'est autant sur le plan philosophique que sur le plan matériel, c'était comme une espèce d'idée de grandeur. Donc là, c'est le casino qui s'en venait dans notre quartier ouvrier avec des gens poqués qui ont pas de secondaire 5. Là, fait que ça, le monde là, quand ils ont vu ça, là, c'est leur trip là, qui se sont serrés puis ont dit non, on laisse pas ça. Oui, parce que juste pour préciser, le fait d'amener le casino dans un quartier, comme tu dis, qui était super défavorisé, avec plein de la pauvreté, etc., il y a même la santé publique qui a dit non, on peut pas faire ça, c'est un problème, ça serait un enjeu de santé publique d'emmener un casino dans ce quartier-là. Oui, la santé publique a été le premier adversaire qui s'est levé en même temps que nous autres, puis il y avait 2 acteurs dans la lutte contre le déménagement du casino, c'était le quartier Pointe-Saint-Charles et la direction de la santé publique Montréal. Donc ça, c'est très clair. Donc sur ce terreau-là, avec une coalition de quartiers, de plusieurs organisations, puis plusieurs citoyens, on a fini par créer le collectif 7 à nous pour cibler le bâtiment 7. Mais avant le bâtiment 7, il y avait le centre social autogéré, il y avait des luttes contre la gentrification, il y avait des luttes pour conserver le caractère populaire. Puis juste pour terminer là-dessus, quand on parle actuellement du site du bâtiment 7, faut pas oublier que c'est un terrain qui fait 3,5 millions de pieds carrés, puis sur lequel il y a d'autres luttes qui ont été faites. Notamment, on a réussi à aller chercher 25% de logement social sur le site complet. Donc, 215 logements, si je me souviens bien, sur un total de 2000. Peut-être juste pour mettre en perspective, pour que les gens comprennent bien, on a ce promoteur immobilier qui achète t'as dit combien de pieds carrés? 3,5 millions. 3,5 millions, c'est quand même pas rien. Qui achète ça au CN pour $1, une pièce. Oui. Parce que le CN, c'était pas rentable pour eux, donc ils s'en fichent, ils le vendent pour une pièce. Ce promoteur fait un coup de maître, se retourne et se dit, moi, je peux vendre ça au casino, je peux vendre ça pour 25 millions. Oui. Ça va me coûter 13 millions à décontaminer, mais on s'en fiche. Oui. Je fais quand même 12 millions de profit. Là, les militants alliés aussi avec la santé publique arrivent à faire tomber le projet du casino. Donc là, ce promoteur-là a un terrain aussi grand que ça qu'il a acquis pour $1. Puis là, il ne sait pas à qui le vendre parce que son entente ou son projet de vente est tombé. Tout à fait. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous revendiquez une fois que le casino, là, c'est terminé, cette histoire-là? Ben, là, on est toujours dans une lutte de quartier, puis là, la gang du bâtiment 7 commence à naître, qui est une coalition locale. Puis qu'est-ce qu'on revendique? Ben nous, tu sais, c'est une friche industrielle de Montréal, donc il y a à 2 kilomètres du centre-ville. Il va y avoir un redéveloppement, c'est sûr. Ça va pas rester une friche. À terme, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on s'est battu contre le casino. Maintenant, on va se battre pour une réappropriation populaire des terrains. Puis c'est là qu'il s'engage une deuxième partie de lutte qui dure de 2007 à 2011, 2012 à peu près, dans lequel il y a la lutte pour le bâtiment, récupérer le bâtiment gratuitement, mais demander aussi un quartier populaire, résilient, à basse densité, avec des logements sociaux, avec des parcs, augmenter le ratio de parcs. Donc, c'est toute une lutte d'aménagement urbain, en fait. C'est ça qui est fait, puis c'est ça qui est gagné par le quartier 5 ans plus tard, et le bâtiment 7 s'insère là-dedans. Donc, dans cette lutte-là, on récupère le bâtiment gratuitement, décontaminé, avec de l'argent pour commencer le développement. On gagne un certain nombre d'espaces verts, d'espaces de parcs et d'espaces de culture urbaine, plus grands que normalement qu'est-ce qui se fait dans les développements. Puis on gagne un pourcentage de logements sociaux plus grand que qu'est-ce qui se faisait à l'époque. C'est ça qu'on gagne.
Et j'aimerais ça qu'on s'attarde à la manière dont ça a été gagné parce que c'est une lutte super intéressante parce que au moment où, pour ce promoteur immobilier-là, la vente avec le casino tombe, lui, il a cet immense terrain qui est encore zoné, qui a un zonage qui est fait pour... c'était quoi, les trains? C'était industriel? C'est un zonage industriel, ferroviaire, transport lourd. Donc, puis le propriétaire, il a acheté ça sachant qu'il n'y a plus d'avenir là-dedans. Donc, il a besoin de transformer son terrain pour faire d'autres choses. C'est ça le deal. Oui, donc il a besoin que la municipalité soit de son bord pour lui accorder un zonage. Sauf que là, c'est là que vous déployez ce qu'on peut appeler la diversité des tactiques, parce qu'il y a des membres parmi votre coalition qui vont faire tout un travail pour convaincre en fait le maire de dire, OK, si tu accordes un changement de zonage à ce promoteur-là pour que lui puisse développer et s'enrichir sur une partie du terrain, on a des conditions. On veut le bâtiment, le fameux B7, on le veut gratuitement pour nous. On veut en être propriétaire et on veut que sur un certain pourcentage du terrain, il y ait des logements sociaux. C'est exactement ça. Et vous avez réussi à convaincre le maire. Comment vous avez fait pour qu'il soit de votre côté? C'est une longue histoire, mais je pense que ce qui est intéressant, ce qui est novateur là-dedans, le B7, ça vient de la culture anarchiste qui parle de diversité des tactiques, qui dit qu'il faut accepter que dans une lutte, il y a différents acteurs, puis les différents acteurs, même s'ils ont le même objectif, ils veulent pas y arriver de la même façon. Donc, il faut se comprendre et s'accepter là-dedans. Fait qu'on a réussi à transposer ça dans une lutte urbaine. Et là, il y avait, dans le collectif C'est à nous et dans la lutte pour les terrains du CN, il y avait plusieurs acteurs qui ne partageaient pas la même philosophie d'action. C'était qui, ces gens-là? Il y avait le collectif du Centre social autogéré qui était anarchiste, action directe, pas de négociation, on squatte. On fonce dans le tas. On fonce dans le tas, on coupe les clôtures. Il y avait un centre d'artistes contemporains qui allait plus dans le sens de la promotion de l'art et dans le sens de, on peut parler à des capitalistes si ce sont des amateurs d'art. Donc, il allait plus dans la transaction, la négociation, une approche plus diplomate. Il parlait le langage des capitalistes. Il parlait le langage des capitalistes. Malheureusement, l'art contemporain parle souvent le langage des capitalistes. Et il y avait les acteurs communautaires, donc du milieu communautaire, les groupes sociaux, des groupes en aménagement urbain, les gens qui disent « nous représentons les populations du quartier », puis ces gens-là le disent avec raison, qui eux autres sont dans une logique de négociation conflictuelle. On est capable de négocier sur certaines choses, on connaît la réglementation, on connaît les possibilités, et ces gens-là ont agi surtout sur les élus municipaux. Parce que ces gens-là ont le pouvoir de dire « tu es élu municipal, tu me représentes, je connais la réglementation, tu dois m'écouter. » Je veux dire, la ville, là, je veux dire, les élus municipaux sont là pour écouter les gens dans les quartiers, c'est ça. Fait qu'il y a une relation là. Donc, trois acteurs, des types d'actions différentes, puis en conjuguant ces différentes façons de fonctionner, les différentes tactiques des gens, en acceptant de se faire confiance, en acceptant un inconfort. Nous, les honneurs, on avait un inconfort à ce que la madame du centre d'artistes aille s'asseoir avec le promoteur pour jaser d'art. T'sais. On avait un inconfort. Elle avait un inconfort à ce qu'on dise « non, nous, on coupe les clôtures, on rentre ». Tout le monde avait un inconfort là-dedans. Mais on a toléré notre inconfort dans un but commun, puis on est arrivé, on a réussi. C'est vraiment puissant, je trouve. Ça a été compliqué, mais on est arrivé. Vous êtes arrivé? On est arrivé. Puis, vous aviez à la fois quelqu'un de la coalition qui était à la table de négociation, qui demandait, on l'a dit, le bâtiment, mais qui demandait aussi 1 million de dollars. Oui, au final, on a poussé le bouchon le plus loin possible parce qu'on a fait l'argument que le propriétaire en question faisait de ce qu'on appelle de la démolition par abandon, c'est-à-dire qu'il faisait exprès que son bâtiment soit laissé à l'abandon pour pouvoir dire ensuite, j'ai pas le choix de le démolir. Donc, quand on est arrivé à la table de négociation, puis je me rappelle, il était minuit moins 5, et puis notre négociatrice a dit, je veux 1 million en plus du bâtiment. Et là, le propriétaire dit, il n'y en a pas question. Elle s'est levée, puis elle est partie. Elle dit, OK, bye, on s'en va, il n'y a pas de deal. Puis là, il est minuit moins 5, là, tout le monde attend, là, c'est la dernière joute, c'est la dernière carte, et puis elle se lève, puis tu sais, aujourd'hui, j'ai des gros différends avec cette femme-là, mais j'ai trouvé son audace extraordinaire.
le promoteur, il est allé la chercher, il l'a ramené autour de la table de négociation, puis ils ont commencé à parler d'un montant, puis elle s'est rendue jusqu'au million. Réussi. Donc, vous avez eu cet immense bâtiment et 1 million pour le rénover, commencer le projet. Maintenant, il est à nous, c'est une propriété. Donc, le bâtiment 7, aujourd'hui, est la propriété d'un OBNL qui s'appelle 7 à nous. Le bâtiment a maintenant une valeur autour de 6 à 7 millions de dollars avec les terrains. On a commencé à développer le bâtiment. Et actuellement, le bâtiment est sécurisé, puis il y a à peu près un peu plus qu'un tiers qui est développé. Et là, on avance tranquillement dans le redéveloppement des autres sections. Et à travers ça, on crée un espace social, économique, culturel qui est extrêmement diversifié. J'imagine qu'on va en parler. Qui tire dans tous les sens et qui fonctionne encore sur une méthode de diversité des tactiques, si on pourrait dire, parce que à l'intérieur du collectif, il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui ont des visions, puis c'est des visions qui sont parfois concurrentes. Ouais. Puis justement, pendant la lutte, il y avait donc les 3 catégories, on va dire, que tu nommais, les anarchistes, le milieu communautaire et les amateurs d'art contemporain, qui n'avaient pas forcément la même vision de la manière dont on arrive à faire les choses. Mais là, le jour où vous obtenez les clés du bâtiment et qu'il est à vous, et que là, il faut se mettre à pas seulement lutter ensemble contre et pour quelque chose, mais il faut se mettre à bâtir concrètement ensemble. Comment ça se passe? Mais ça, oui, c'est ça. Là, on est rendu dans une autre étape. Maintenant, il faut construire ensemble. Alors, on a commencé à faire des ateliers dans le quartier, aller chercher, mobiliser la population locale pour dire de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux réparer mon char, je peux pas réparer mon char tout seul, j'ai pas les outils, quand je vais au garage, ça me coûte cher, ça me fait chier. Ah, atelier de mécanique. Toi, tu veux quoi? Moi, j'aimerais ça faire de la soudure, j'aime ça faire de la soudure, mais je peux pas le faire chez nous, c'est compliqué, j'ai pas les outils. Ah, atelier de métal. Toi, tu veux quoi? Moi, j'ai besoin d'une épicerie. C'est trop loin aller chez IGA, j'ai pas les possibilités d'y aller, je veux avoir des produits locaux. Ah, épicerie. Donc, on a fait tout ça, puis on a sorti un certain nombre de besoins. Puis, une fois que les besoins étaient comme identifiés, on a dit aux gens, OK, mais impliquez-vous. Venez. Oui, c'était pas un service, là. C'était pas donne-moi tes besoins et nous allons tout faire. Non, il n'y a pas question que tu me dis qu'est-ce que tu veux puis que je te le produis. Non, c'est viens le faire toi-même, do it yourself. Donc, ça, c'est l'idée. Alors là, nous, on dit, on met en place un bâtiment, on offre un espace qui appartient à tout le monde. Tout le monde peut venir dedans. Viens travailler avec nous, viens gouverner la bâtisse avec nous, viens gouverner le projet, deviens membre et implique-toi dans le projet. Et là, on s'est dit, on a mis des balises quand même, on s'est dit, il va pas avoir d'entreprise à but lucratif. Donc, si tu veux juste partir un concessionnaire d'automobile puis vendre des chars neufs, ça marchera pas. Mais si tu veux venir réparer des voitures pour te faire un salaire, il n'y a pas de problème, viens en travailleur autonome. Donc, on a mis sur pied ces différents projets-là. Puis, tu sais, à l'origine, en partant, il y a toujours eu des projets de base, c'est-à-dire la microbrasserie, qui est un bar coopératif, qui est une coopérative de travail, l'épicerie coopérative, qui est un OBNL, donc dans lequel les gens s'impliquent et il y a un employé, il y a 1 ou 2 employés, il y a des gens qui sont payés un petit peu, mais aujourd'hui, c'est 1300 membres. Il y a toujours un 3 à 400 membres qui sont actifs, qui font rouler l'épicerie, là, toutes, là, les commandes, le ménage, la construction, les livraisons. Ils doivent donner quoi, 3 heures par mois? C'est 3 heures par mois pour avoir un rabais sur les prix. C'est sûr qu'une personne qui n'est pas membre peut venir juste faire son épicerie, mais les gens qui sont membres vont donner 3 heures par mois. Un autre projet de base qui est une coopérative jeunesse qui s'appelle Press Start, appuyé sur Démarrer, qui au départ gérait une arcade, donc un lieu de jeu pour les jeunes, mais dont le but social est en fait plutôt d'impliquer les jeunes dans leur communauté. Ça, c'était les 3 éléments de base. En plus de ça, les ateliers du B7 qui sont gérés, qui appartiennent au projet Bâtiment 7. Et là, c'est tous des ateliers coopératifs où les gens s'impliquent et viennent faire par eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Donc, à ce moment-là, tu as un atelier vélo, tu as un atelier de mécanique voiture, tu as un atelier de céramique, il y a un studio photo, il y a un studio d'impression numérique, il y a une chambre noire,
Et je pense que j'en oublie un. Tu dis la poterie? J'ai dit la céramique. Ah, oui, OK. C'est ça. Et il y a un autre projet fondateur aussi qui était une gang d'artistes punk qui travaillent le métal, qui ont parti d'une coopérative de travail qui s'appelle La Coulée. Ils font de la fonderie artistique, ils font de la soudure, donc tout ce qui est le travail du métal, soudure et fonderie. Donc ça a été la base, tu sais, l'élément de base du bâtiment 7, Ouais. puis on est parti là-dessus. Puis toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'elles participent à la prise de décision? Mhm. Puis au B7, comment vous gérez les conflits quand on n'est pas d'accord sur la décision à prendre? Ouais. Ben, c'est sûr, tu sais, le bâtiment 7 a ouvert ses portes en 2018, là, puis depuis ce temps-là, il y a eu énormément de conflits. Mhm. Il y a eu énormément de départs, énormément de déchirements. C'est dur, l'autogestion dans un monde capitaliste, là, puis c'est dur quand tu dois lutter pour ta vie dans un monde comme ça, puis en plus t'organiser avec des gens. Puis en plus t'organiser avec des gens, on n'a jamais appris comment s'organiser ensemble. Tu sais, on nous apprend pas ça. On nous apprend avec des esclaves en série qui sont individuels et qui se battent les uns contre les autres. C'est comme ça on nous élève dans la vie. Donc là, on essaie de fonctionner autrement. Ben, nous, on fonctionne avec un système inspiré de la sociocratie, là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système où il n'y a presque pas de hiérarchie, mais plutôt une interdépendance entre les rôles et les tâches et les responsabilités. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé longtemps dans le cercle entretien, donc l'entretien du bâtiment. Mais pour être capable de prendre des décisions d'entretien, il fallait que je consulte les autres personnes qui étaient touchées par mes décisions ou par les décisions du cercle. Mais après ça, il y a des conflits. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? Donc, nous, on a mis de l'avant des processus par la discussion, par la communication non violente, par la médiation, toutes sortes de formes de médiation entre nous. Mais même ça, tu sais, ça marche, tu sais, c'est des bonnes méthodes, c'est des méthodes non hiérarchiques qui font appel à une maturité émotionnelle, à une capacité de se parler. Ouais, qu'il faut avoir à la base. Là. C'est ça, puis qu'on n'a pas, tu sais, je veux dire. Il faut apprendre la communication non violente, puis comment réellement la communiquer de façon authentique. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, puis c'est beaucoup d'apprentissage. Mais bon, disons que ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne pas. Donc, il y a plein de gens qui se déchirent, des gens qui sont partis. On a beau dire à tout le monde, on est tous des amis, puis on est inclusif, il y a quand même une structure de racisme institutionnel systémique au Québec, puis le bâtiment 7 n'est pas exempt de ça, ces dimensions. C'est surtout des personnes blanches au bâtiment 7. Ben, ça a toujours été une majorité de personnes blanches. La moitié des gens sont anglophones. Tout le monde parle un petit peu français, anglais, franglais. Je te parle en anglais, tu me réponds en français. L'autre à côté dit 3 mots d'espagnol, puis on réussit à se comprendre. Et là, t'as 2-3 personnes qui se lèvent puis qui disent « Tabarnak, parlez donc français, sacrement! » Puis là, tu t'attends pas à ça. Ouais. Là, il y a des conflits qui sortent. Il y a des écueils qui apparaissent que personne n'attendait et qui arrivent, qui créent des déchirements profonds. On est dans un système où on essaie de se définir des règles de fonctionnement puis des balises, accepter la diversité ou vivre concrètement dans une grande diversité. Puis visiblement, les personnes qui ont parti le bâtiment 7 n'ont pas eu cette accès à cette diversité-là dès leur plus jeune âge. Tu sais. Ce qui fait qu'on est rendu des personnes adultes, on a une méthode d'organisation, puis on essaie idéologiquement dire nous sommes ouvertes à la diversité, mais après ça, de le faire concrètement, c'est assez difficile. Puis plusieurs personnes, en fait, des collectifs ou des individus racisés ou de langue anglaise, comme je parlais tantôt, l'enjeu avec le bilinguisme, sans vouloir trop généraliser, mais les personnes non blanches qui ont tenté de s'intégrer au bâtiment 7 étaient beaucoup plus des anglophones. Il y a eu ce clash, cette confrontation qui a mené à beaucoup de déchirements. Puis, il y a eu une crispation. Puis ça, je pense que ça malheureusement, c'est symptomatique de quelque chose de plus large dans la société. Beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de chicanes, beaucoup de manipulations de tous les côtés. Ça n'a pas été facile. Des gens qui sont partis en burn-out. Mais à travers ça, je pense que ce qu'on a appris, c'est qu'on a réussi tranquillement à mettre sur pied ce qu'on a appelé un code de vie, puis avec une discussion interne, une discussion éthique, une discussion sur comment on agit les uns envers les autres. Avez-vous eu de l'aide extérieure
de facilitateurs, facilitatrices sur ces questions-là qui Oui. peuvent aider. Oui. Ouais. Ben, on en a eu de différentes façons. Ces gens-là, pas tous, là, mais plusieurs ont aussi été pris dans le maelstrom parce que les facilitateurs, facilitatrices ne sont pas non plus neutres. Mais je vais faire une analogie parce que là, on parle du bâtiment 7 qui est un projet de commun, comme je dis, qui rassemble une douzaine de projets différents avec des gens de différents horizons, différentes cultures, différentes idéologies, différents âges, différentes couleurs, différentes langues. Très diversifié. Très, très diversifiés, comparativement à un groupe d'affinités de 7, 8, 10 personnes qui partagent toute la même idéologie, la même provenance, qui sont soudées. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le militantisme, j'ai fait partie de groupes d'affinités de 4, 5, 6, 8, 10 personnes. Ça va bien. J'ai une gang d'amis, on est soudés, ça va bien. C'est facile. C'est plus facile. Là, on est dans un projet hors norme, complètement hors norme, qui va aller dans tous les sens. Et on essaie de trouver cette méthode de se parler. Fait que toutes les grandes fractures de la société actuelle sont reflétées finalement en au B7 microcosme. aussi. Ouais. C'est ça, dans le microcosme. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Puis là, nous, il faut qu'on reconstruise la façon de se parler différemment. Refaire société. Voilà. Il n'est pas question que toi puis moi, on n'est pas d'accord, qu'on se tape sur la gueule et qu'on appelle la police après. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été l'option. Donc, on va chicaner, on va se taper sur la gueule, puis nos collègues autour de nous vont intervenir, puis on va essayer de trouver une solution. Ouais. Ça, c'est très, très déchirant. Qu'est-ce que tu fais avec les agressions sexuelles? Qu'est-ce que tu fais avec les gars sous-machos au bar? T'appelles-tu la police? Tu les mets-tu dehors? Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais si la personne, elle a, je sais pas moi, une oppression systémique, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par une jeune personne noire qui a vécu plein de traumas reliés au colonialisme puis au racisme systémique, mais toi, tu le sais pas, puis tu lui fais une remarque qui la déclenche complètement? Comment tu gères ça? Dans une société où tu ne fais pas appel ni aux tribunaux, tu veux pas blâmer un ou l'autre, tu veux pas exclure. De la médiation? De la médiation, mais OK, mais allons-y. C'est pas facile, la médiation. C'est vraiment pas facile, la médiation. Fait que, tu sais, toutes les méthodes qu'on a de règlement de conflit, mais ça demande énormément d'énergie, puis ça demande, si t'es honnête, ça demande énormément de retour sur soi et d'introspection. Ouais. Puis comme je disais, je pense que dans le bâtiment 7, comme dans tout autre gros projet, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accès à leur introspection ou qui refusent de le faire. Ouais. Moi, je suis une femme trans blanche, je suis en haut de la pyramide, mais je me fais mégenrer par certaines personnes qui refusent de dire que Margot, c'est Margot et c'est elle. C'est des personnes que je connais depuis 20 ans qui sont dans le projet avec moi. À chaque jour, je me fais mégenrer par ces personnes-là qui refusent de voir. Ils refusent ça. Mon Dieu, je suis désolée d'entendre ça. Puis toi, tu retournes chaque jour, puis tu parles avec ces gens-là. Moi, personnellement, je suis capable de le prendre. Mais une jeune personne noire anglophone qui se fait dire par la même personne, parle français, tabarnak, ça serait peut-être que cette personne-là n'aura pas la même capacité. Oui. Cette jeune personne noire-là qu'on essaie d'intégrer, qui fait un effort, qui se sent pas tout à fait en sécurité, quand elle se fait dire ça, ça déclenche tout. Mais c'est de vivre une autre forme d'exclusion encore. Ben oui. Ouais. Donc, tu sais, je dis, tu lis les médias, tu lis les universitaires, le bâtiment 7, quelle belle initiative, mais quand t'es de l'intérieur, tu vois tout le travail qui est fait. Mais c'est complexe, ouais. C'est extrêmement complexe. On peut pas, comment dire, réduire ça à une victoire sur quelque chose contre le capitalisme. On peut pas non plus réduire ça à des chicanes, parce qu'il y a aussi, des amitiés, il y a des amours. Hier, on était à la microbrasserie du bâtiment 7 qui s'appelle les 100 tavernes. Puis à chaque 30 secondes, il y avait une nouvelle personne qui s'arrêtait pour te dire bonjour Margot, pour te parler. Puis tu disais hier que venir au B7 pour toi, c'est mêler ton engagement social, ta vie professionnelle, ta vie familiale, tes amitiés. Qu'est-ce que ça représente pour toi le B7 et plus largement le quartier de Pointe-Saint-Charles? Ah, ça, c'est une grosse question. Mais moi, je sais pas comment l'expliquer, mais quand je suis arrivé à Pointe-Saint-Charles, c'était au début de la lutte contre le casino. Je suis arrivé ici en tant que journaliste alternatif. Je m'en venais regarder ce que les militants faisaient. Je suis tombé complètement amoureuse d'ici. Je suis arrivé en 2005, je commençais à arriver ici. Je suis tombé comme
amoureuse de ce quartier-là. J'ai rencontré une femme, on s'est mis ensemble, on a déménagé ensemble. Je pense que 6 mois après, j'étais dans le quartier en 2006, puis je suis pas parti depuis ce temps-là. Ça va faire 20 ans. Pointe-Saint-Charles, pour moi, il y a quelque chose je pense que je suis une sentimentale au final, là. Il y a quelque chose de profondément dans les tripes. L'histoire ouvrière, puis le courage. Moi, je viens d'un milieu ouvrier quand même, là. Je suis la première de ma famille à aller à l'université, puis à sortir d'une classe ouvrière, là, mais mes parents étaient des ouvriers illettrés ou presque, là. Et ce courage-là des vieux ouvriers, là, cette résilience-là, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai lu tout ce que je pouvais sur Pointe-Saint-Charles. Je suis rendu une des spécialistes de l'histoire ouvrière de la Pointe. De voir le courage de ces gens-là, la résilience, la tendresse, ça m'a vraiment pris au cœur. C'est un quartier enclavé, Pointe-Saint-Charles, quelque chose de très, très particulier. D'un côté, il y a le fleuve avec des chemins de fer. L'autre côté, il y a le canal de la Chine. De l'autre côté, il y a une grosse autoroute avec des chemins de fer. On a un chemin de fer qui traverse en plein milieu. Il y a 8 points d'entrée à Pointe-Saint-Charles. C'est un quartier refermé sur lui-même, sur le plan géographique. Puis ça crée un esprit de quartier, tu sais. Depuis 20 ans que je reste ici, je me promène dans la rue, les gens se regardent, les gens se parlent, les gens se disent bonjour. C'est un quartier de basse densité, on est 15 000 personnes, c'est une très, très basse densité. Tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement village dans Pointe-Saint-Charles, puis ça va me chercher très fort. Moi, je travaille à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, donc je travaille dans mon quartier, je connais mon quartier, donc je suis vraiment attaché ici sentimentalement. Puis le bâtiment 7, ben c'est mon lieu social, c'est mon espace social. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, là. Tu sais, je vais boire, je vais faire mon épicerie, je peux aller aider mes amis à la brasserie, je participe à la shop de vélo, je participe à la fermette. C'est mon lieu social, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu de loisir. Si j'ai envie de voir un show punk, je me pointe au B7 puis je rentre chez Tapage puis je regarde un show punk. J'ai tout ce qu'il me faut. Ma fille est née là-bas, la fille de ma conjointe est née là-bas, les enfants connaissent l'espace 100%, sont sécuritaires, tout le monde se connaît. Donc, c'est pas juste un lieu de militantisme, un lieu d'implication, puis c'est ça qu'on a voulu créer avec le B7, c'est un lieu de vie, c'est un milieu de vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand on parle de commun? Soit ta définition ou la manière dont ça résonne avec toi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes de définitions plus intellectuelles, puis on pourrait en parler, mais je trouve pas ça nécessairement intéressant. Quand on parle de commun, pour moi, c'est quelque chose qui est largement partagé, en opposition à quelque chose qui serait en propriété privée ou en propriété restreinte. Tu sais, je vais faire une analogie un peu nounoune, là, mais les centres commerciaux au Québec, les gens disent que ce sont des espaces publics. C'est pas vrai. C'est un espace privé, commercial, où il y a un certain rapport qui se développe. Puis c'est un espace privé à accès public, c'est-à-dire qu'il y a des gardes de sécurité qui peuvent dire « vous partez ». C'est pas des communs. C'est le contraire d'un commun, même si les gens considèrent que ce sont des espaces dits publics. Un commun, pour moi, c'est le contraire de ça. Ça va être un espace qui est... Oui, il y a possiblement des gens qui s'en occupent, il y a des gens qui le gèrent. Mais moi, je pense que un commun, c'est quelque chose qui doit être à l'usage des populations, dans lequel il y a des degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des normes très strictes. Ça sert pas à un seul usage. Que ceux et celles qui s'en servent aient la capacité de définir ces caractéristiques. Mais en même temps, c'est aussi, pour moi, un commun, il faut que c'est quelque chose qui a une visée perpétuelle ou qui a une visée d'ouverture, puis il faut qu'il y ait aussi dans tout ça un dialogue démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent s'en occuper, il doit y avoir un dialogue là-dessus. Puis c'est pas juste un lieu que les gens passent et les gens se parlent pas. Donc, c'est comme tout ça, un commun. Tu sais? Puis moi, je considère que dans ma vie, que je fais partie de au moins 3 communs. Le bâtiment 7, la clinique communautaire où je travaille, qui est une institution de santé qui est publique, en fait, qui est un organisme privé à caractère public, qui a un financement de l'État, mais qui a une tentative d'autogestion interne, qui est en fait un organisme communautaire mis sur pied par la communauté pour te donner des soins de santé. Donc, tu sais, c'est une espèce de commun un peu gris sale, là. C'est pas pur, c'est pas noir, c'est pas blanc. C'est un peu pas mal entre les deux.
mais il y a une volonté d'autogestion d'un espace qui donne des soins de santé, mais c'est très, très imparfait. Puis un autre commun, c'est ma coopérative d'habitation, qui a presque 50 ans aujourd'hui, qui est 100% autonome, qui est 100% autogérée par ses 18 membres. On est une communauté d'à peu près 30-35 personnes à l'intérieur du bâtiment. C'est la plus belle autogestion que j'ai jamais vue de ma vie. On est 100% autonome, 100% responsable. Tout le monde, si on voit au chapitre, incluant les enfants, c'est rodé, ça fonctionne bien, c'est convivial, les portes sont jamais barrées, les gens se connaissent, on rentre dans les appartements, on fait des affaires. C'est perpétuellement un espace d'habitation à but non lucratif, abordable, convivial, sécuritaire, c'est tout. Mais toi, tu baignes vraiment dans les communs, là. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis hier, je t'ai dit que j'avais lu le livre Quartier en lutte de Anna Krusinski l'année passée et que j'avais beaucoup aimé comment elle décrivait la lutte qui a mené au B7 et les implications sur le fait d'élever sa fille. Puis là, tu m'as répondu notre fille. Puis sur le coup, je pensais que c'était comme un truc du B7 d'autogestion, genre où que les enfants sont élevés par tout le monde, là, tu sais, notre fille, genre très communiste. Oui. Mais non, c'est vraiment ta fille avec Anna. Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu transmets à ta fille ton engagement social, ta vision du quartier? C'est par les gestes, hein. Je veux dire, ceux et celles qui ont des enfants qui nous écoutent le savent que nos enfants s'imprègnent de la façon dont on vit. Ça, c'est une chose. Puis je pense que Anna et moi, même si on n'est plus ensemble aujourd'hui, on vit pas ensemble. On vit dans les mêmes espaces, puis on continue à vivre selon les valeurs qui nous animent depuis longtemps. Ce qui fait que c'est ça qu'on transmet à notre enfant. Tu disais, quand j'ai dit notre fille, est-ce que c'est d'une façon communiste au sens où les enfants appartiennent à tout le monde? Non. Mais quand on dit le vieil adage qui dit que ça prend un village pour élever les enfants, ben on y croit ici. Puis notre fille, tout comme plusieurs autres enfants qui gravitent autour du projet du bâtiment, sont des enfants qui ont été élevés dans une communauté anti-autoritaire, féministe, antiraciste, ouverte sur le monde, ouverte sur la diversité, donc ouverte sur la diversité de genre. Donc je pense qu'on transmet à notre enfant nos valeurs par l'exemple, par le discours politique aussi. Des fois, on s'enflamme en faisant des discours politiques. Mais après ça, nos enfants, ils s'appartiennent. Hein. Je veux dire, ma fille est rendue adolescente, puis elle a beaucoup d'influences qui viennent de l'école, de ses amis, de la société en général. Je sens que c'est une enfant qui évolue bien, puis qui va être fondamentalement de gauche. Mais en même temps, il y a plein de choses qui viennent pas de ce que sa mère ou moi, on lui a appris. Puis c'est ça qui est magnifique aussi, parce que là, c'est bientôt une jeune adulte et elle m'amène beaucoup de choses. Elle m'oblige à me questionner. Puis je pense que peut-être une chose que sa mère et moi, on lui amène, mais que d'autres personnes aussi, c'est l'idée que ça vient de notre philosophie. C'est-à-dire que les enfants, c'est pas nos choses, c'est des êtres humains puis qui vont nous influencer aussi. Au bâtiment 7, tu as déjà eu le cercle des enfants. Les jeunes ont une capacité d'influence. Il y a des enfants partout qui se promènent puis qui font leur shit. Et moi, j'ai vu au bâtiment 7 dans les toilettes, à un moment donné, je suis rentré dans les toilettes, j'étais avec ma fille, puis il y avait d'autres enfants. Puis là, les enfants se questionnaient sur mon genre et mon apparence, et c'est ma fille qui leur a fait le discours. C'est ma fille qui leur a parlé, et moi, j'ai rien eu à faire. Puis je pense que c'est l'idée de considérer les enfants comme des acteurs qui peuvent nous apprendre et nous intéresser, puis qui ont une capacité d'autonomie. C'est sûr que des tout petits, on leur fait attention, mais je pense que c'est ça la philosophie, là. Puis tu me racontais hier que quand ta fille était toute jeune, vous lui aviez acheté un habit d'hiver, puis que quand elle était trop grande pour le porter, vous l'avez donné à quelqu'un, qui l'a donné à quelqu'un d'autre après, qui l'a donné, puis ça s'est promené dans le quartier jusqu'au jour où, quelque chose comme 12 ou 13 ans plus tard, tu sors de chez toi, puis là, tu vois la petite voisine à côté qui porte l'habit de ta fille. Oui, ça, c'est vraiment les relations de voisinage. C'est très intéressant parce qu'on avait acheté un bon habit de neige là, qui a visiblement duré longtemps, mais il a fait le tour du quartier puis il est revenu. Puis ça, c'est des choses qu'on voit relativement souvent, surtout pour les vêtements, les objets. J'ai vu ça avec des vélos qui ont tourné dans le quartier. 5-6 ans plus tard, ils ressortent, puis hop, ils réapparaissent par un autre enfant. Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie de ma vision de la vie, puis ça me touche toujours beaucoup. C'est l'idée de...
j'aime pas le terme là, parce qu'il est très galvaudé, je trouve d'économie circulaire. Tu sais, De transmission. les objets circulent. Les objets, ils ont une valeur d'usage. Une partie, tu sais, du travail aussi autour du bâtiment 7, c'est de mettre des ressources à la disposition. Puis ce qui est le fun dans notre réseau local, c'est juste les ressources. Quelqu'un a besoin d'une bonbonne de propane. Ben oui, on en a des bonbonnes de propane. T'as besoin d'un outil pour faire telle affaire. Ben oui, on va l'avoir, l'outil. T'as besoin de bois pour réparer ton balcon. Ben oui, inquiète pas quelqu'un quincaillerie, on va t'en trouver, on en a ici. Tu sais. Il y a toujours, les ressources existent. Puis je pense que ça fait partie du projet des communs, c'est-à-dire De partager. de partager puis de s'abreuver ou de s'alimenter en dehors des réseaux commerciaux, en dehors du système capitaliste. On les a, les ressources. C'est ça qui est fondamental. Puis C'est l'essence. Ouais. c'est ça. Puis un endroit comme le B7, puis ça peut être tout plein d'autres endroits, c'est aussi des aimants, des points où ces choses-là se présentent, ces choses-là se passent. Il s'agit que tu mettes la possibilité, là, la possibilité, c'est notre bâtisse puis notre projet, pour que les choses se fassent. Ce genre d'initiatives vont naître d'elles-mêmes parce que le contexte le permet puis que ça entraîne d'autres bonnes idées comme ça. Ouais. Exactement ça. Toi, Margot, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? Ah, mon doux. Ah ben des affaires, j'ai voulu être politicienne, j'ai voulu être archéologue, j'ai voulu être paléontologue, là, tu sais, chercher des dinosaures. J'ai voulu être rockstar. Ouais. Je fais rien de tout ça. Ben, peut-être rockstar du quartier Pointe-Saint-Charles. Bah, peut-être. Tout ce que tu as investi pour que le B7 puisse naître, tout ce que tu as perdu aussi, est-ce que tu vois cette lutte comme un sacrifice? Ah ben non. Non, c'est pas un sacrifice. Oui, j'ai perdu des choses au sens où il y a eu des conflits, des déchirements, il y a des gens que je vois moins, il y a eu des chicanes, mais tout ça, non, c'est tellement pas un sacrifice. Conception de la liberté, là, je suis dans un état de liberté extraordinaire. Ce que tu as fait, tu l'as choisi. Je suis extrêmement privilégié parce que tout ce que je fais, je l'ai choisi. Je sens absolument zéro contrainte dans ma vie. Il y a des contraintes au sens où j'ai des responsabilités. J'ai un enfant, j'ai une responsabilité. Je suis impliqué dans une coopérative, j'ai des responsabilités. J'ai une conjointe, j'ai des responsabilités. On a un engagement, elle et moi, c'est sûr. Mais je suis pas brimé, là. Je suis complètement libre, moi. Puis j'ose croire. Puis là, je parle d'un point de vue plus personnel, là, mais j'ose croire que j'ai construit ma liberté parce que je viens d'une famille pas riche. Je suis né garçon, puis j'ai toujours senti que c'était pas juste, c'était pas la bonne chose. Je viens d'un milieu sans instruction, puis j'ai construit ma liberté. C'est un combat, là. C'était vraiment un combat, mais là, je suis dans un état de bien-être, là. Je veux dire, j'ai réussi à exprimer mon genre, ma sexualité, ma façon d'être dans le monde, ouais, j'étais un peu confrontative, j'étais un peu punk sur les bords, mais j'ai un bon travail. Mon patron, il comprend que je travaille pour le quartier, j'ai réussi à gagner mon autonomie professionnelle, je suis bien payé, tu sais, je veux dire, tout va bien dans ma vie. Il y a les défis, tout ça, mais tout ça, j'ose croire que je l'ai construit. Il n'y a pas grand-chose qui m'a été donné, à part que je suis née blanche dans un pays de blancs, là. Mais pour le reste, je l'ai construit, tu sais. Je pose la question du sacrifice parce que quand on entend parler de l'histoire de la lutte du B7, du fait que ça a impliqué des déchirements, des amours qui se sont perdus, qui se sont recréés, des amitiés qui se sont perdues aussi, je pense pas qu'on peut le réduire ça comme le fait d'avoir fait commun a eu ces conséquences négatives-là, parce qu'en fait, toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie. Ben oui. Puis vous les auriez probablement vécues, même si vous aviez eu votre vie conformiste, individualiste, capitaliste. Mais sauf que, à la différence de ça, là, vous avez vécu ces choses-là, ces enjeux, ces difficultés-là. Mais il vous reste quelque chose de tangible, de positif, de communautaire. Il reste le bâtiment, il reste les relations sociales dans la communauté. Oui. Puis tu sais, je veux dire, toute cette expérience-là, ces processus-là, c'est extrêmement enrichissant. Puis je pense qu'il faut avoir l'attitude qui va avec. Il faut accepter d'être bousculé, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter de vouloir apprendre.
si on n'avait pas voulu apprendre, puis on était resté, si j'étais resté sur mes positions que j'avais quand j'avais 17 ans, oublie ça, j'aurais été dans une logique de sacrifice. Je suis dans une logique d'apprentissage, d'amélioration, je suis tellement une meilleure personne. Puis tous les conflits, les déchirements, tu sais, je peux regretter certaines choses que j'ai faites ou pas faites. Je peux regretter certaines relations perdues. Mais en même temps, tout ça, c'est un apprentissage extraordinaire. Puis en tant que communauté, si je parle de mon réseau de personnes proches, en tant que communauté, on est une meilleure communauté. Mm. Tu sais, j'ai 50 ans aujourd'hui, puis des fois, je vois des gens de mon âge et je les écoute parler, puis j'ai l'impression de m'entendre quand j'avais 20 ans. C'est comme si ces gens-là n'avaient pas évolué. Ils étaient restés sur leur position, puis leur étroitesse d'esprit de lorsqu'ils avaient 20-25 ans. Ben là, je les plains. Tu sais, je les plains, honnêtement. Ils sont peut-être riches, là, ils ont peut-être une grosse voiture, puis un chalet, puis une maison, mais je les plains. Honnêtement, là. On arrive à mes questions de la fin. Oh. Margot, est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs? Ah, full pin. C'est pour ça que je me considère chanceuse aussi, c'est que j'ai réussi à ne pas faire ce qui ne correspond pas à mes valeurs. Bon, ici et là, hein, des fois, il y a de la dissonance cognitive là, dans ce qu'on fait dans la vie, mais oui, je suis 100% aligné avec mes valeurs. Entraide, solidarité, de pas être dans une société à but lucratif, de pas agir en enrichissement personnel et privé, je veux dire de l'enrichissement par l'argent. Moi, je vis bien, là. Je vis une vie bonne, satisfaisante. Je fais ce qui est en ligne avec mes valeurs, puis j'ai en plus la possibilité de crier sur les toits quand ça fait pas mon affaire, puis de pas trop risquer ma vie pour ça, tu sais. Fait que oui, je suis 100% aligné avec mes valeurs. Quelle est ta plus grande fierté? Ah ben, sérieusement, de voir ma fille, tous les parents gaga vont dire la même chose, de voir mon enfant évoluer, c'est une extrêmement grande fierté, puis c'est vrai, non, c'est vrai, parce qu'il y a un petit être qui est en train de s'épanouir. Ça, c'est vraiment une grande fierté. Sinon, ben, tu sais, je dis tout ce qu'on a accompli. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans des projets collectifs. Je suis toujours dans des projets collectifs. J'ai des petits projets individuels, mais la majorité de ma vie, c'est d'être dans des projets collectifs. Puis ça, je suis extrêmement fier de ça, qu'on réussisse à accomplir ces projets collectifs-là, puis qu'on s'améliore de plus en plus là-dedans, c'est-à-dire qu'on le fait avec... bon, ça, je suis très, très fier de ça. Puis, je vais le dire d'un autre niveau, je suis extrêmement fier de moi d'avoir réussi à faire ça, puis d'avoir... tu sais, je suis quand même assez fier de mon évolution personnelle, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on se serait parlé, puis c'était pas la même personne. Puis ça, c'est grâce aux gens autour de moi que je respecte énormément, puis même ceux et celles qui m'ont confronté fortement. Mais je suis assez fier de moi d'avoir été capable de me pousser pour sortir de cette peur-là que j'avais, parce que j'étais une autre personne avant ma transition, j'étais vraiment une autre personne. Fait que ça, c'est plus au niveau personnel, là, mais tu sais, je suis assez fier de ce qu'on a réussi à faire en groupe, de ce qu'on continue à faire en groupe. Puis dans les projets dans lesquels je suis, là, il y a des gens, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. 20 ans qu'on travaille ensemble, puis on va continuer à travailler ensemble. Fait que ça, je suis assez fier de ça. Ouais. C'est beau, ce que tu nommes. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles, à ceux qui nous écoutent, qui entendent peut-être parler des communs pour la première fois ou qui songent à s'investir? Ben, tu sais, je dirais de pas trop s'embêter des définitions puis des structures de pureté. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, tu sais, je dirais, c'est apprendre à travailler en collectif, parce que c'est ça, un commun aussi, c'est un travail collectif. C'est la baseline de la définition, c'est que c'est un travail collectif. C'est la chose la plus difficile puis la plus belle qu'on puisse faire. Puis d'accepter d'être confronté puis de se remettre en question dans le collectif, c'est ça. À partir de là, si tu agis dans un intérêt collectif puis d'accepter de te remettre en question toi en tant qu'individu, peu importe ton projet, je veux dire, si tu veux avoir une voiture puis la transformer en commun pour plein de personnes, ou bien tu veux partir un bâtiment, ou bien tu veux partir une épicerie, ou peu importe le projet, si tu y vas de cette façon-là, par une approche collective, en dehors de l'enrichissement personnel, puis d'accepter de te remettre en question toi, c'est ça qu'il faut. Après ça, le projet, peu importe c'est quoi, tu sais. Ben écoute, c'était tout pour mes questions.
Merci énormément, Margot, de m'avoir donné ton temps, de m'avoir fait visiter le bâtiment 7 hier, à travers la grande promenade qu'on a faite à travers le bâtiment. 4 heures. Oui, c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses, puis de m'avoir accueilli chez toi. Je suis très reconnaissante aussi que tu te sois prêtée au jeu des questions, puis que tu te sois ouverte avec honnêteté et vulnérabilité. Fait que je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir, Stella. Merci. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire, ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.